connaissez à peu près tous nos participants. Pierre-Louis Lyon, professeur au Collège de France, professeur à l'Université Dauphine, médaille Fields, et administrateur, fondateur, grand acteur du partenariat avec les entreprises, conseiller de nombreuses entreprises. Monsieur Lesage, pour IBM France, qui regarde avec un œil tout à fait intéressant ce qui se passe dans les établissements d'enseignement supérieur du point de vue de la formation et qui facilite ainsi les partenariats avec IBM et les différents établissements. Jean-Pierre Finance, président de l'université Henri Poincaré à Nancy, membre du comité exécutif de l'Association européenne des universités. Je vais oublier beaucoup de choses, Jean-Pierre, qui est vraiment un monument de mémoire, de propositions, d'expériences et de projets en même temps. C'est extraordinaire. Je n'ai pas dit qu'un monument d'expérience, de projet aussi. Je n'oublie pas le projet de l'Université de Lorraine. Christine Musselin, directrice de recherche au CNRS, directrice du Centre Sociologie des organisations à Sciences Po, qui est une très grande spécialiste des politiques universitaires notamment, et qui suit de près tout ce qui se passe non seulement en France mais ailleurs dans le monde en ce qui concerne l'évolution des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, et M. Lehmann qui, comme Pierre-Louis Lyon, a su mener une carrière de chercheur, Normal Sup, directeur de recherche, et puis qui, en 1981, a rejoint le privé pour développer une autre carrière à Saint-Gobain, où il a été directeur de la recherche. Alors, je vais, en quelques mots, peut-être donner quelques éléments de réflexion, et si les participants à la table ronde le veulent bien, quelques éléments d'orientation. Moi, le premier point auquel j'ai pensé, c'est d'abord pourquoi y a-t-il un sujet en France à propos des relations entre universités et secteur privé. Ça rejoint un petit peu ce que j'ai entendu de la fin de la table ronde précédente. Je pense que nous vivons dans un pays où nous sommes pratiquement, on est rare pays à nous poser de cette manière-là, avec autant de passion, cette question. Pourquoi serait-ce un problème en France que les relations entre le secteur privé et les universités, alors que dans de nombreux autres pays, et notamment dans les pays dont on dit que les universités sont plus performantes que les nôtres, ces relations ne posent aucun problème. Ce n'est pas un sujet. Que ce soit des universités publiques aux États-Unis, que ce soit des universités publiques en Europe, ce sujet n'en est pas un pour la plupart des pays dont nous savons tous que la jeunesse du monde a envie, plutôt, d'aller faire ses études dans ces universités-là. Alors, la réponse à cette question, pourquoi, elle est complexe. Bon, j'essaie de me souvenir, lorsque j'étais étudiant, il y a 3 ou 4 ans, c'est un sujet, pendant les 30 Glorieuses, c'est un sujet dont on ne parlait pas. Bien sûr, le privé n'était pas dans l'université, mais il était naturel de faire des études, et pour certains, lorsqu'ils faisaient des études littéraires ou scientifiques, de tenter des concours du professorat, pour d'autres l'administration, puis on devenait avocat, cadre dans le privé. Bon, ça ne posait pas de problème. Et je pense que le problème en France, c'est un petit peu cristallisé dans l'après 68, et surtout au moment de la grande massification. Christine Musselin me corrigera si je dis une bêtise. La grande massification, ce qui a lieu dans les années 80. Sous le double effet donc de mai 68, que je ne critique pas en général, mais qui a produit un avatar médiocre, qui est de catégoriser le secteur public comme idéalisé, pur, à côté du secteur privé corrompu par l'argent venant du marché, quelle honte. Et puis, cette massification en France des études supérieures qui s'est produite à 80%, l'augmentation des étudiants a eu lieu à 80% dans des secteurs qui finalement, dans des filières qui finalement n'offraient que très peu de débouchés, qui par nature allaient faire buter des générations et des générations d'étudiants sur la contrainte des débouchés, notamment des secteurs sciences sociales. Alors effectivement, l'un dans l'autre, ça a produit une sorte de mayonnaise un petit peu idéologique, un peu doctrinaire, et qui a fait que tout ça, on devait faire des études pour le plaisir. Et puis, si on ne trouvait pas de débouchés, c'était pas grave, c'était de la faute de ceux qui ne voulaient pas vous embaucher avec les diplômes que vous aviez acquis. Donc finalement, la faute était entièrement rejetée du point de vue des universités, des étudiants et d'un certain nombre de mouvements sur le secteur privé. Et du point de vue du secteur privé, le grand bazar qui était en train de devenir certains secteurs des universités servait de justificatif pour surtout ne pas mettre le nez dans ces institutions. Donc c'est très simplicite comme explication, mais
Je pense que c'est en partie ça. Mais depuis la fin des années 30 glorieuses, depuis la fin des années 80, la prospérité de l'État-providence est là. Elle s'est terminée aussi, pardon, et donc on a quand même un sérieux problème avec des institutions d'enseignement supérieur et de recherche qui font pas mal de choses très bien, mais qui sont très repliées sur elles-mêmes, qui ont besoin de s'ouvrir à la société civile, et une société civile, finalement, qui a un recrutement de ses élites sur des bases qui sont extrêmement étroites, et donc, par définition, qui sont très instables, en réalité. Cette instabilité se traduisant, comme l'a expliqué ce matin Dominique Régnier, cette instabilité se traduisant, finalement, par une certaine coupure des élites du pays, de ce qu'est la réalité du pays. C'est vrai au niveau politique, au niveau social, et c'est vrai aussi au niveau scientifique, d'une certaine manière, avec ce paradoxe de la France, qui est un grand pays de recherche fondamentale, et un pays relativement faible en transformation de cette recherche en innovation technologique. Alors petit à petit, les esprits ont changé. On s'est rendu compte quand même que la majorité, on a fini par reconnaître la réalité, qui est que la majorité des débouchés, y compris aujourd'hui, y compris pour les universités, c'est dans le privé, dans le secteur privé. Donc le secteur privé est nécessairement un partenaire de ce point de vue-là. On a fini quand même par reconnaître aussi que notre grand savant, Louis Pasteur, n'avait pas tout à fait tort lorsqu'il disait qu'il n'y avait pas de distinction entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée, qu'il y avait la recherche et ses applications liées l'une à l'autre, comme le fruit laid à la branche de l'arbre qu'il a porté. Or, les applications de la recherche, elles sont par nature dans les institutions qui se servent des avancées du savoir, et la recherche, elle se fait par nature dans les institutions qui sont là pour ça, donc c'est l'objectif. Les universités, en règle générale, sauf en France où, de longue tradition, on a créé des institutions ad hoc pour résoudre un problème ad hoc, ce qui fait qu'on a un émiettement considérable et un trépied universités, grandes écoles et organismes de recherche qui sont aussi bien à l'extérieur des universités que des grandes écoles, on ne le dira jamais assez. Donc on a constaté qu'il fallait bien rapprocher le secteur privé, je préfère parler de société civile, et les universités. Les vieux démons sont toujours là. Bon, on est quelques-uns ici dans la salle à avoir connu le passage au LMD, le processus de Bologne. Tous, vous avez connu la LRU. Chaque fois, on a eu les mêmes choses. Ça va être la privatisation, les droits d'inscription à 40 000 €, la sélection. On va fermer. À la rentrée 2007, on entendait, on va fermer les formations non rentables. Donc, sous-entendu, vous voyez, tout mouvement dans l'université qui risquerait d'ouvrir une fenêtre, un petit soupirail, risquerait de faire entrer le privé qui corromprait le service public, alors qu'en réalité, c'est la société civile qu'on a à tort maintenue à l'extérieur de l'université, alors que l'université doit être l'émanation même de la société civile, et la société civile doit s'appuyer sur ces universités. On a dit beaucoup de choses totalement idiotes à mon avis, la court-termisation de la recherche que pourrait provoquer l'entrée du privé dans la recherche, le pilotage de la recherche par le privé, le pilotage par l'aval. On oublie simplement de dire que si on prend des classements assez simplistes en termes d'impact des publications scientifiques, devant la France on trouve les États-Unis, le Japon, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Je n'ai pas connaissance qu'il s'agisse de pays où les relations avec le privé soient particulièrement faibles. Au contraire, on a devant la France dans tous les classements du point de vue de la recherche scientifique et de son attractivité, on a des pays où justement le financement de la recherche par le privé est beaucoup plus important, la part du financement de la dépense intérieure de recherche et développement est beaucoup plus importante dans les 5 pays qui sont devant nous, du point de vue de la part des publications scientifiques, du facteur d'impact, etc., beaucoup plus importante que ce qu'elle est en France. Il faut s'en souvenir. Alors, je veux bien que le crédit impôt recherche soit une niche fiscale, ce que la plupart des parlementaires d'opposition de la majorité présidentielle s'acharnent à dire, pour beaucoup d'entre eux, mais il n'empêche que c'est un outil efficace pour essayer de augmenter la part du financement de la recherche par le privé pour la mettre à un niveau qui est celui de tous les pays dont tout le monde se loue à dire que leur recherche est efficace, qu'ils mettent des moyens, etc. Donc les choses bougent un petit peu, mais on a perdu beaucoup de temps. On va avoir là des témoignages de personnalités qui, elles, n'ont pas perdu beaucoup de temps, puisque de longue date, elles ont compris exactement, non pas ce qu'il fallait faire pour réussir, mais ce qu'il fallait faire pour que l'intérêt collectif soit le mieux défendu possible et pour que la France puisse profiter complètement de ses compétences en matière grise.
Je disais tout à l'heure, par privé, je préfère utiliser le mot société civile. Alors ces jours-ci, tout à fait par hasard, je l'ai communiqué d'ailleurs à certains d'entre vous, je suis tombé sur un texte de Michel Rocard, très récent, qui date du 14 juin. Michel Rocard, le texte s'intitule « La France doit retrouver dans sa société civile l'appui nécessaire à sa prééminence intellectuelle historique ». Et il conclut ce texte en disant « Il était grand temps que les esprits s'activent autour de cette fonction manquante, le financement de la recherche et de l'enseignement supérieur en France par la société civile. Mais il est de première importance que l'on crée des instruments et encourage des comportements répondant aux insuffisances dramatiques de la période présente, que le ministère des Finances soit mis en demeure d'accepter que tout ne passe pas par lui et que la France retrouve dans sa société civile l'appui nécessaire à sa prééminence intellectuelle historique. » Le texte est vraiment merveilleux et il vient d'un homme qui ne peut pas être soupçonné d'être un ardent partisan de l'ultralibéralisme débridé que l'on reproche à tout réformateur de l'université en France. Les choses commencent à se calmer maintenant. Effectivement, depuis quelques années, pas mal d'instruments nouveaux ont été mis à disposition des universitaires, des entreprises et des privés. Les fondations de coopération scientifique, vous connaissez tout ça, 2006, le crédit impôt recherche qui a été totalement rénové, les différentes fondations qui ont été créées par la loi LRU de 2007, plus récemment les jeunes entreprises universitaires qui sont des cousines germaines ou des sœurs jumelles, comme vous voulez, des jeunes entreprises innovantes, avec les mêmes avantages de défiscalisation, même s'ils ont été un petit peu réduits par nos parlementaires. Les alliances, qu'on oublie un petit peu, je pense à Avisan en particulier, la coordination entre le CNRS, l'INSERM et le CEA pour les sciences de la santé et du vivant, qui depuis 2 ans produit des événements assez extraordinaires de rapprochement avec le privé, dont des journées communes de recherche, dont des journées qui ont lieu en fait à l'hôtel Marigny, c'est un pur scandale, entre les laboratoires pharmaceutiques internationaux du monde entier et les principaux laboratoires de recherche français, non pas pour le plaisir de se retrouver et de faire du speed dating et de signer d'aller partager un cocktail avec le président de la République, mais parce que chaque fois ça donne lieu à plusieurs dizaines de millions d'euros de contrats industriels. Et puis plus récemment, parce que je le mets dans la même rubrique, le programme des investissements d'avenir, connu en décembre 2009 sous le nom du Grand Emprunt. Nous préférons parler de programme des investissements d'avenir, qui pour partie en tout cas au moins, est un instrument qui a pour objectif de produire un effet de levier considérable. Alors c'est pas vrai pour tous les chapitres des investissements d'avenir, mais c'est vrai pour les instituts de recherche technologique, c'est vrai pour les instituts hospitalo-universitaires, pour de nombreux chapitres. L'objectif est de produire aussi des effets de levier considérables entre la recherche privée et la recherche purement académique. Donc l'état d'esprit a changé, la culture change, tout ça prendra du temps, mais je pense aussi que, en réalité, nous sommes au début de quelque chose. Je pense que depuis plusieurs années, depuis 2006 en gros, des instruments ont été mis à disposition des acteurs. Leur culture change et maintenant on espère qu'ils vont ouvrir la boîte à outils, s'en servir et franchir ce qui était autrefois un Rubicon et qui désormais, j'espère, sera définitivement asséché. Alors je vais peut-être d'abord me tourner vers Jean-Pierre Finance, qui a une très grande expérience européenne, pour lui poser une question dont je connais la réponse. Est-ce que c'est pareil ailleurs? Est-ce que l'état d'esprit dans les universités européennes, les autres pays européens, donc c'est plutôt ton expérience au sein de l'Association européenne des universités que je sollicite, est-ce que la démarche est la même ou est-ce qu'il y a les mêmes réticences ou est-ce qu'il y a de bonnes raisons pour maintenir cette séparation entre université et société civile dans les autres pays? J'ai quand même un peu l'impression que la culture et l'histoire française créent une singularité assez grande, ne fût-ce qu'au travers, par exemple, de statuts, de mécanismes de recrutement, de mécanismes de promotion, etc. Et il me semble que toute la dimension gestion des ressources humaines, par exemple, est un élément différenciant entre ce que l'on peut faire en France ou ce que l'on pouvait faire en France et ce qui existe dans de nombreuses universités européennes parmi nos voisins, je crois. Alors les choses sont en train de s'améliorer de ce côté-là parce que je crois qu'effectivement la LRU, le renforcement de l'autonomie
la gestion de la masse salariale, la capacité de sortir un peu de cadres trop stricts nous permet d'évoluer et d'être un petit peu plus, comment dirais-je, proactif par rapport à la fois au recrutement et à la gestion des carrières des personnes, des universitaires qui s'engagent dans du partenariat avec le monde socio-économique. Ce qu'il était très difficile de faire il y a encore quelques années, où l'on savait bien que ça pouvait être très contre-productif dans la gestion des carrières. Ce qui est moins vrai, me semble-t-il, dans les pays vraiment comparables. Je ne parle même pas de la Grande-Bretagne, où je crois que les choses sont évidentes, mais si on prend des exemples comme la Suisse, des exemples comme la Belgique, pour prendre des pays vraiment très proches, je crois qu'il y a quand même un encouragement très fort à avoir cette interaction entre le monde académique et le monde des entreprises. Très bien. Effectivement, je pense qu'il y a un problème culturel et que nous le manquions. Enfin, c'est ce que je disais à l'instant. Enfin, on s'est efforcé, notamment depuis 4 ans, depuis 2007, d'ouvrir des espaces de liberté, à chacun ensuite de les occuper et de les utiliser. Mais c'est une rupture culturelle forte, hein, avec la tradition française du service public, géré d'un bureau, d'un ministère, et géré depuis en haut. Alors, on a 2 expériences justement de circulation très différentes entre la recherche publique et la recherche privée, avec Jean-Claude Léman et Pierre-Louis Lyon. Jean-Claude Léman, donc, vous avez quitté la recherche publique pour aller vers la recherche privée. Vous n'avez pas fait les 2 en même temps, d'une certaine manière. Non, alors ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas, non pas faire les 2 en même temps, mais faire de la recherche publique tout en collaborant avec les entreprises, ou l'inverse. Mais il se trouve qu'effectivement, un peu par hasard, moi, par le hasard des circonstances, j'ai fait les 2 successivement, puisque, bon, il se trouve que, d'ailleurs, pour illustrer ce que disait le président de notre table ronde tout à l'heure, j'étais directeur de département au CNRS en 81, je dirigeais le département en mathématiques physique de base, et je me souviens que le ministre de la Recherche, qui venait d'être nommé, M. Chevènement, a déboulé au CNRS en catastrophe en nous demandant à voir le fameux accord cadre entre le CNRS et Rhône-Poulenc, qui avait fait descendre les chercheurs dans la rue, et que d'ailleurs nous avions perdu. On a fini par le retrouver, mais on l'avait perdu sur le moment. 6 mois plus tard, dans les grands colloques de la recherche de 82, le même Jean-Pierre Chevènement a exposé le fait que travailler avec les entreprises, ça n'était pas se vendre au grand capital, mais répondre à la demande sociale. Alors ça a débloqué une partie des relations. Et ça illustre ce qui a été dit à plusieurs reprises, c'est qu'en fait, il s'agit de problèmes essentiellement culturels. Ce qui m'a frappé, si quelque chose m'a frappé en tant que différence entre le monde académique et le monde de l'entreprise, c'est que dans l'entreprise, le chef d'entreprise est obnubilé par le fait d'adapter la culture de son entreprise à l'environnement auquel il est confronté et de faire en sorte que tous les personnels de l'entreprise s'approprient un certain nombre d'enjeux et de valeurs, et qu'autour de ces enjeux et de ces valeurs, la culture de l'entreprise réagisse aux enjeux qui lui sont proposés. Je peux dire qu'en 17 ans à Saint-Gobain, j'ai vu la culture évoluer, non pas brutalement, mais progressivement, de façon fondamentale, au moins sur 2 ou 3 fois. Donc je pense que le véritable enjeu aujourd'hui, on a vu que petit à petit les cultures se débloquent. Ceci dit, encore dans les semaines passées, je discutais avec 2 directeurs d'écoles doctorales très importantes. Je leur demandais s'ils s'intéressaient aux débouchés de leurs étudiants. On m'a dit bien sûr, parce qu'on nous le demande. Et ils m'ont dit, bon, pour ceux qui malheureusement ne peuvent pas rentrer dans la fonction publique, on essaye de les aider à trouver des débouchés. Alors j'aurais dit, est-ce que malheureusement, vraiment, ça n'est pas un peu un lapsus? Ils m'ont dit, oui, on ne devrait pas dire ça. Mais en fait, ça veut dire qu'ils le pensaient quand même encore au fond d'eux-mêmes. Hein. Donc je pense que le vrai enjeu aujourd'hui, il est de trouver des leviers pour faire évoluer la culture, qui ne sont pas justement les leviers habituels de nature réglementaire ou administratif, mais qui sont connus dans le monde des entreprises. Je pourrais en évoquer 1 ou 2 tout à l'heure si vous le voulez, mais ils existent. Hein. Et le contre-exemple le plus évident, c'est le problème de la mobilité des chercheurs. Aujourd'hui, la France est le pays où la mobilité d'un chercheur ou d'un enseignant-chercheur est la plus facile.
Lorsque moi j'ai quitté le monde académique, en fait mon université m'a même demandé de garder mon poste de professeur pour l'utiliser pour des professeurs invités. Au bout de 11 ans, j'ai dit j'en ai marre, je démissionne, j'aurais pu le garder encore et revenir si j'avais envie sur mon poste de fonctionnaire. Malgré ce parachute qui est extraordinairement généreux, il n'y a pas de pays où la mobilité entre le monde académique et le monde de l'entreprise soit la plus faible. Merci. Oui, ça, c'est pas le moindre des paradoxes. Être un pays où les possibilités sont les plus grandes, faire une certaine flexibilité, et où, de facto, on s'en sert le moins. C'est absolument. Alors, pour Pierre-Louis Lion, c'est un petit peu, pas l'inverse, je dirais, mais c'est très différent, parce que lui, il a les deux pieds des deux côtés, il préside le conseil d'administration de l'École d'Enseignement supérieur, c'est ce que j'avais oublié de dire tout à l'heure, il est professeur au Collège de France, professeur à Dauphine, mais il est toujours... Et parallèlement, conseiller pour de nombreuses sociétés, il a fondé des entreprises, il est administrateur, donc là, c'est pas séquentiel, c'est en même temps. Oui, bonjour à tous. Oui, j'ai tout fait hein. Dans les relations avec le monde de l'entreprise, j'ai absolument tout fait. Alors, tout d'abord, il faut que je précise que je suis matheux, hein, je suis mathématicien, donc c'est une mauvaise nouvelle. Vous savez bien que c'est une espèce difficilement compréhensible. D'un autre côté, c'est un avantage pour moi parce que vous attendez tous donc à ne rien comprendre de ce que je vais dire. Quoi qu'il en soit, effectivement, j'ai tout fait dans les relations avec l'entreprise, que ce soit au niveau de contrat avec des labos, que ce soit effectivement du consulting, que ce soit également aussi membre au président de conseil scientifique, administrateur de société, des élèves qui sont partis dans des sociétés dans différents pays, du Japon aux États-Unis, Espagne, Brésil, Italie. J'ai participé à des aventures à des start-up, comme on dit, des jeunes pousses en France, aux États-Unis, et je suis cofondateur d'une start-up actuellement. Donc, bon, j'ai une vision très parcellaire de la chose, parce qu'elle est concentrée sur les domaines qui m'intéressent. En même temps, j'ai à peu près touché à tous les modes de fonctionnement. Et force est de constater qu'il y a un certain nombre de forces et de faiblesses dans la situation française. Dans les forces, un certain nombre ont déjà été indiquées, des formations de qualité dans le système d'enseignement supérieur, hein, universités, grandes écoles, mais également tout un tas d'avantages. On a mentionné le CIR, les statuts de jeunes entreprises, la LRU qui offre quand même pas mal de flexibilité nouvelle pour un certain nombre d'établissements. On pourrait l'émergence des fondations, le mécénat, les chaires, IDR, des lois de cumul qui sont de plus en plus allégées. Donc, on dispose d'un certain nombre de forces. Il y a néanmoins aussi un certain nombre de faiblesses. Alors, je vous ai dit que j'avais tout fait dans les relations. Je ne vais pas trop parler uniquement de mon expérience, mais force est de constater que tout ce que j'ai pu faire dans mes relations avec les universités ne m'a servi à rien du point de vue de ma carrière universitaire. Heureusement que je faisais des maths très fondamentales, enfin suffisamment fondamentales pour être reconnu par le système universitaire et avoir une carrière dont, j'aime pas le mot carrière, mais enfin, qui n'a vraiment pas souffert. En revanche, je pense aux autres et je pense aux jeunes, il n'y a pas d'incitation à travailler dans le système universitaire. Avec la LRU, on peut y travailler, mais on est quand même loin de procédures systématiques. Un exemple, pour ne pas être dans trop de généralité, Stockholm, KTH, excellente université. Les étudiants qui travaillent sur des contrats ont des décharges, enfin les jeunes enseignants chercheurs qui travaillent sur contrat ont des décharges d'enseignement. Bon, juste un exemple, c'est aussi bien une piste. Alors, dans ces faiblesses, il y en a une autre quand même qu'il faut mentionner, c'est que le système vu du monde privé est complètement incompréhensible, complètement illisible. Donc ça n'aide pas. Et si, au sein de l'institution privée, on n'a pas des gens qui sont du sérail, il y a beaucoup de mal à s'y retrouver. Donc il y a certainement cet aspect-là joue. Néanmoins, il y a encore un certain nombre d'autres faiblesses que je voulais évoquer, puis je voulais aussi évoquer des mutations en cours. Alors, en ce qui concerne ces faiblesses, je pense que le fonctionnement de l'État a un certain tropisme vers des grandes structures privées. Alors, Jean-Claude est passé par Saint-Gobain, j'ai IBM France à mes côtés, mais je crois que ça, il y a vraiment un tropisme. Et également peut-être une certaine, je vais être gentil, sensibilité à des sujets à la mode. Donc de ce point de vue-là, il y a une suggestion que j'ai faite il y a déjà fort longtemps, qui serait d'avoir un comité Jason en France où
ou en Europe. Alors, le comité Jason, qu'est-ce que c'est? C'est un comité quasi secret américain de la Rand Corporation qui éclaire sur un certain nombre de sujets scientifiques et les passe à la loupe, ou bien du point de vue strictement fondamental, ou bien du point de vue de l'interaction fondamentale-application. Exemple, pour être tout à fait concret à nouveau, le comité Jason a dû se prononcer d'une part sur les fractales et l'utilité de la notion de fractale, et d'autre part sur les ondelettes. Sur les fractales, ils ont recalé en disant que c'est très intéressant, mais ça ne sert à rien. Sur les ondelettes, ils ont dit il faut foncer. 2 ans après, le FBI stockait toutes ces empreintes digitales. Vous savez, maintenant c'est la Homeland Security quand vous passez basé sur les ondelettes. Donc, un exemple, les comités Jason. Et un dernier mot sur des mutations, c'est que de plus en plus on observe que l'innovation est presque, j'ai horreur du mot, mais sort de plus en plus des grandes entreprises pour passer dans les plus petites structures. Et donc ça aussi, ça impose de réfléchir à notre mode de fonctionnement. Et l'émergence de nouveaux secteurs que je pense absolument cruciaux pour le futur et liés à l'informatique, les communications, les réseaux sociaux qui risquent de révolutionner même le commerce et l'économie. Ça va passer par des tonnes de petits acteurs, même si je sais qu'IBM est très très moteur là-dessus. De ce point de vue-là, c'est comment on réfléchit à cette nouvelle donne. On ne peut pas penser uniquement grand groupe. Je conclus juste avec un mot, c'est qu'une spécificité française, c'est l'opposition à laquelle je ne vais pas jouer entre grandes écoles et universités. Pour moi, c'est presque un débat du passé, on doit en sortir par le haut, par la recherche, par la thèse. Il faut de plus en plus d'ingénieurs docteurs, et quand vous avez des équipes et de plus en plus d'enseignants dans les grandes écoles qui soient de véritables chercheurs. Donc là, il y a des suggestions et des propositions à faire précises là-dessus, mais je crois que tout le monde aura compris ce à quoi je fais allusion. Pardonnez-moi d'avoir été un peu long. Alors, merci beaucoup, on cherche à garder du temps pour le débat avec la salle. Je vais rebondir sur les deux derniers intervenants, sur ce qu'ils ont dit, et ça me donne l'occasion de donner 2 questions pour Monsieur Lesage. La physique, les mathématiques sont quand même des disciplines privilégiées pour intéresser les entreprises. Qu'est-ce qu'il en est pour d'autres disciplines? Première question. Et deuxième question, Monsieur Lyon, vous avez parlé de complexité. Les entreprises disent on n'y comprend rien, c'est complexe. Moi, personnellement, je pense que par nature, un système d'enseignement supérieur de recherche est complexe. Celui qui vit dedans, qu'il soit américain, suédois, français, espagnol, il sait expliquer son système. Mais lorsque vous écoutez quelqu'un vous expliquer son système d'enseignement supérieur et de recherche, c'est complexe. Aux États-Unis, vous ne pouvez pas expliquer simplement ce qui se passe en matière d'enseignement supérieur et de recherche. En Chine, vous l'avez vécu, c'est encore pire. Par nature, c'est complexe. Plutôt que de parler de complexité, et c'est ma seconde question, je pense que ce que le système français ne produisait pas ou très peu, c'est un signalement de la personnalité de chaque établissement. Une information utilisable par la société civile pour savoir quel est le profil, au sens très large, de celui ou de celle qui est diplômé de telle université, de telle école, de celui qui a un doctorat dans telle discipline obtenue dans tel laboratoire. Ça, ne pas offrir cette lisibilité, c'est pas afficher un système complexe, c'est être organisé de manière à ce qu'aucune information ne sorte du système, ce qui est assez différent, je crois. Et c'était malheureusement, je pense, la caractéristique d'un service public organisé de manière extrêmement centralisée, extrêmement uniformisatrice, et qui par nature était fait aussi pour gommer les différences. Alors, sauf pour quelques grandes écoles qui se signalaient, il était absolument impossible de faire apparaître tel ou tel département dans telle ou telle université, jusqu'à présent. C'est un des enjeux. Monsieur Lesage. Oui, je vais commencer par la dernière question. Dernière remarque. La complexité, vue de l'extérieur, je pense qu'elle porte exclusivement sur la compréhension entre les grandes écoles et les universités. C'est vrai que les Américains ne comprennent pas ça. Et c'est la seule complexité qu'il y ait. Le restant est assez clair. Bon, il faut parfois expliquer le rôle de la recherche publique à travers les grands organismes, mais globalement, c'est assez clair. Je partage pas, pardonnez-moi, votre point de vue sur la complexité. Maintenant, sur les sciences, vous savez, IBM a 3000 chercheurs. Bon an, mal an, nous dépensons 6 milliards de dollars en recherche. Et
cette recherche ne peut pas être autarcique, elle ne peut pas se limiter à ce que l'on va trouver dans nos laboratoires à IFA ou au nord de New York. Cette recherche, elle doit être ouverte. C'est comme sinon, nous allons disparaître. Et un des axes fondamentaux de cette recherche, c'est de s'ouvrir à toutes les universités, tous les centres de recherche dans le monde entier, en France y compris. Et pour revenir à la thématique scientifique, nous pensons, comme d'autres, que l'innovation viendra à la frontière de deux sciences. Nous maîtrisons la science informatique, mais nous avons besoin de travailler, de nous confronter avec des scientifiques, des mathématiciens. Vous savez que nous avons travaillé avec ILOG et nous avons découvert, oui, nos laboratoires américains à Yorktown a découvert toute la compétence, toute l'excellence que possédait ILOG, une start-up de l'INRIA. Et à tel point qu'aujourd'hui, ILOG est une offre IBM. Voilà un exemple sur les mathématiques. Nous travaillons également sur la biologie. Encore une fois, l'application des sciences informatiques à la biologie, la combustion, dans tous les domaines. Et nous avons des travaux, des partenariats très puissants, très forts avec le CEA Leti à Grenoble sur les nanotechnologies. Pour vous dire donc que, pour nous, la science est réellement universelle, et encore une fois, nous partons du principe que l'innovation viendra à la frontière de deux sciences. Donc nous ne pouvons pas nous limiter. Alors maintenant, je pense que dans la nouvelle donne universitaire, il y a deux choses. Il y a d'une part la formation, la pédagogie, avec l'arrivée des technologies, la mondialisation, et qui, c'est vrai, a considérablement transformé le système universitaire, que j'ai connu aussi il y a 40 ans, et qui ignorait l'entreprise pour des raisons idéologiques. Donc il y a ça d'une part, et il y a la recherche d'autre part. Alors comme le thème là en ce moment est la recherche, je voudrais simplement dire que en France, oui, nous avons des partenariats de recherche, pas forcément à la hauteur de ceux que nous avons en Allemagne ou en Espagne. Nous avons un laboratoire sur le campus de Barcelone, par exemple. Nous travaillons avec l'université de Munich sur la réduction de consommation électrique, donc de rejet de chaleur, de nos supercalculateurs. En France, nous avons un partenariat très fort avec l'université de Montpellier 2, dans les domaines de l'environnement et de la simulation de l'eau. Nous travaillons à la recherche de thématiques de partenariat sur la recherche. Mais c'est vrai que nous n'avons pas encore le niveau que nous rencontrons dans d'autres pays. Mais tout ça progresse très bien. La nouvelle donne, les nouvelles perspectives, je crois, nous mettent en position, en France, d'atteindre le niveau de coopération que nous avons dans tous les pays. Je voudrais vous dire simplement une chose, j'en ai été informé ce matin, nous avons une bourse mondiale qui s'appelle un Faculty Award, qui récompense les travaux de chercheurs. Et cette année, un chercheur français va être honoré, un chercheur du Coria à Rouen, sur ses travaux sur la modélisation de la combustion. Donc il va recevoir de la part d'IBM Research quelques dizaines de milliers de dollars pour son laboratoire, parce que les rapports que nous avons, les travaux qu'on a fait en commun, ont été considérés comme particulièrement aboutis et plein de promesses pour l'avenir. Voilà quelques exemples. La fluidité entre l'université et l'entreprise. J'ai comme collègue un universitaire habilité à délivrer des diplômes qui, dans ses travaux de recherche il y a une vingtaine d'années, a été amené à aller aux États-Unis travailler sur le calcul parallèle, qui de là a intégré IBM et qui est aujourd'hui Distinguished Engineer, c'est-à-dire la porte d'entrée sur IBM Fellow, c'est-à-dire qu'il a fait une seconde carrière, et c'est lui qui travaille avec l'université de Munich aujourd'hui sur la réduction de l'émission de chaleur dans nos ordinateurs. Voilà quelques exemples. Encore une fois, je parle d'une industrie qui est l'industrie informatique et d'une entreprise qui est IBM. Merci beaucoup. Alors Christine Michelin, sociologie, est-ce que la sociologie peut intéresser le secteur privé ? La société civile certainement, et puis quel est votre regard sur ces évolutions, sur ces développements? Est-ce que la société civile doit ou ne doit pas avoir prise sur l'université? Est-ce que l'université doit ou non? Comment elle peut influencer la société civile? Comment vous voyez tous ces rapports et quelle est votre réaction dans tous ces témoignages et votre propre expérience?
Ouais, écoutez, tout d'abord, j'espère bien que les sciences dites non dures sont aussi en interaction avec la société civile et qu'elles ont aussi la possibilité de travailler avec les entreprises. D'ailleurs, c'est la réalité. Si vous prenez une discipline comme la gestion, par exemple, elle s'est quand même constituée au départ par ses relations avec le monde de l'entreprise. Peut-être est-elle un peu moins en prise d'ailleurs aujourd'hui que quand elle a été constituée, curieusement, mais c'est quand même une réalité. Donc je pense qu'il faut, qu'il y a autant à apporter du côté des sciences non dures que des autres sciences. Alors moi je voudrais peut-être mettre un petit peu un bémol par rapport à tout ce qui a été dit, parce que tout d'abord, je crois qu'on ne peut pas présenter les universités françaises, y compris par le passé, comme des tours d'ivoire fermées à la société civile. Ça fait maintenant 27 ans que je travaille sur le système d'enseignement supérieur, que je fais des entretiens dans les universités. Moi, je suis toujours frappée quand je fais des entretiens par le fait que les personnes que je rencontre sont extraordinairement connectées avec leur environnement. Pas toujours avec les entreprises, mais en tous les cas avec leur environnement. Ce qui d'ailleurs pose parfois problème aux universités parce qu'elles aimeraient qu'elles soient un peu plus affiliées à leur établissement qu'à leur environnement. Donc je crois qu'on ne peut pas parler de tour d'ivoire, il y a toujours eu beaucoup de contacts et tous les travaux des historiens sur les chercheurs montrent qu'il y a toujours eu des contacts avec les entreprises. Alors peut-être pas de la nature, peut-être pas des contacts qui sont de la nature de ce qu'on attendrait. Mais dans les années 70, par exemple, dans les laboratoires de physique électronique, il y avait déjà beaucoup de contacts entre les entreprises et les laboratoires, sur la base d'apprentissage, de prêt de matériel, tout ça n'étant absolument pas contractualisé, hein, pas de contrat pour le développer, mais ça existait déjà. Donc je voulais revenir un petit peu là-dessus, parce que je crois qu'on noircit très souvent le tableau du côté français. Et que finalement, nos universités sont pas tellement pires que les autres. Moi, je connais très peu d'universités dans le monde où on trouve simultanément dans le même établissement des licences générales, des licences professionnelles, des masters professionnalisants qui sont quand même un beau succès. D'ailleurs, on a du mal à recruter maintenant dans les masters recherche, donc ça prouve quand même que les mentalités ont beaucoup changé. Donc voilà, on est quand même face à des établissements où l'on trouve dans le même lieu des tas de relations avec la société civile et avec l'entreprise. Dans les expériences que j'ai à l'étranger, pour avoir un petit peu travaillé sur les universités américaines et avoir fait des entretiens dans des universités privées à but non lucratif américaines, il ne faudrait pas croire que l'on constitue les cursus de ces universités en demandant aux entreprises ce qu'elles souhaitent qu'on enseigne aux étudiants. La grande différence avec les universités françaises, peut-être, c'est plutôt qu'on va tenir compte de la demande étudiante et qu'on va essayer d'adapter les cursus au type d'étudiants que l'on a en face de soi. Et qu'on va aussi tenir compte des débouchés qui existent pour les étudiants. Mais on ne va pas demander aux entreprises de dicter les curricula non plus. Donc il y a souvent des représentations un petit peu fausses ou un petit peu exagérées par rapport à ce qui se passe en France. Et pour la recherche, c'est la même chose. Je serais intéressée de savoir avec quel établissement vous avez des contacts à IBM à Munich, probablement avec la Technische Universität plutôt qu'avec la LMU, probablement avec des centres Fraunhofer et Helmholtz plutôt qu'avec l'université LMU. Voilà. Quand j'ai fait des entretiens en Allemagne, j'en ai fait là aussi beaucoup, j'étais toujours surprise de voir à quel point les collègues allemands qu'on me décrivait comme toujours branchés sur les entreprises, avaient finalement pas plus de contacts que les collègues français que je rencontrais. Donc c'est une organisation différente du branchement entre le monde académique et le monde de l'entreprise. Dernier point peut-être sur lequel je voudrais revenir par rapport à ce qui a été dit. Malgré tout, il me semble qu'il y a effectivement en France une méfiance et une méconnaissance plus forte entre les universités et les entreprises que dans d'autres pays. Et là, moi, je vois plusieurs raisons à ça, ou plusieurs manifestations de cela. Tout d'abord, première différence importante avec ce qui se passe dans les autres pays, c'est la reconnaissance du doctorat. Si les directeurs d'écoles doctorales pensent d'abord secteur public pour leurs doctorants, c'est parce que les entreprises les recrutent moins ou ne reconnaissent pas le doctorat. C'est pas parce qu'ils ont une prédilection pour le secteur public, c'est aussi ce que souhaitent leurs étudiants. Leurs étudiants veulent prioritairement être recrutés à l'université ou dans les centres de recherche. Deuxième chose, il me semble qu'il n'y a pas véritablement de culture de recherche dans beaucoup d'entreprises. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La plupart des dirigeants sortent de grandes écoles, ne savent pas ce qu'est l'université. Donc ça fait peur, effectivement. Vous mentionniez ce qui peut se passer dans les universités, des filières surchargées, etc. On ne voit pas bien, on ne connaît pas bien.
Et puis très souvent, ils n'ont pas fait de recherche, parce que, comme vous le disiez, monsieur, effectivement, pendant très longtemps, les grandes écoles françaises, c'est en train de changer, ne se sont pas assez consacrées à la recherche. Donc on a finalement une R&D d'ingénieurs plutôt que de docteurs. Ça change, hein, on voit très bien une évolution quand même très nette de ce côté-là, mais une tradition tardive vers la recherche. Et puis, un point moi qui m'a frappé aussi, c'est que les ingénieurs qui vont travailler dans les laboratoires de recherche privés, très souvent n'y restent pas. C'est un point de passage vers une carrière qui est plus une carrière de manager. Et il y a quelques années, j'avais fait une étude sur les chercheurs étrangers dans les laboratoires privés et publics français. Alors, la plupart d'entre eux étaient en fait des post-docs, mais on avait quand même rencontré quelques chercheurs étrangers qui travaillaient dans des laboratoires de recherche privés français. Et ce qui m'avait frappé, c'était que la plupart d'entre eux faisaient une carrière de chercheurs privés, passaient de laboratoires de recherche à d'autres laboratoires de recherche, étaient donc mobiles aussi internationalement, là où les chercheurs français dans les laboratoires privés français, finalement, sortent assez rapidement de la recherche pour se tourner vers une carrière plus opérationnelle de manager dans les entreprises. Donc voilà, c'était peut-être pour un petit peu contrebalancer les propos qui avaient été tenus jusqu'à présent. Merci Christine. Je n'ai pas voulu tomber dans la caricature. J'ai jamais dit que les entreprises devaient dicter les programmes. Quelques réactions. Alors Jean-Claude Léman. Je voudrais réagir en disant que je suis pour une large moitié d'accord avec Christine et pour une petite moitié, j'ai des commentaires à faire. D'abord, je crois que le point important, effectivement, n'est pas que les collaborations n'existent pas, elles existent depuis très longtemps. Hein. Moi, je me souviens à l'école normale, dans les années 60, toute l'équipe Aigrin travaillait énormément avec le monde industriel. Le problème est plutôt dans la connaissance mutuelle. J'en donne une seule illustration que je trouve particulièrement éclairante. À Saint-Gobain, je recrutais beaucoup de consultants. La formule d'ailleurs de consultant est extrêmement intéressante pour tout le monde, et notamment pour le chercheur de la recherche publique. Et beaucoup venaient me dire, des consultants universitaires, que grâce aux relations qu'ils avaient eues avec Saint-Gobain, ça leur avait donné des idées très intéressantes pour leur recherche fondamentale dans leur labo. Maintenant, je faisais ça en France et aux États-Unis. Si je recrutais un consultant en France, un jeune professeur brillant, il me disait « Tiens, c'est très intéressant, est-ce que je peux rencontrer vos chercheurs ?» Si je faisais la même démarche aux États-Unis, je recrutais au MIT un professeur en lui demandant « Est-ce que vous accepteriez d'être consultant pour nous ?» Il me demandait « Est-ce que je peux visiter vos usines ?» Eh bien là est toute la différence. Hein. Et je connais très peu de chercheurs, aussi intéressés soient-ils par la collaboration avec le monde industriel, dont la première réaction soit de vouloir aller visiter une usine. Or, une usine, je peux vous dire que c'est passionnant à visiter. Deuxième point sur le doctorat. Alors effectivement, le doctorat en France pose un problème qui d'ailleurs a été un peu évoqué, qui est lié au fait que les entreprises, elles ne savent pas ce que sont les formations universitaires. Elles savent parfaitement ce qui est enseigné dans les grandes écoles et quel est le calibrage d'un ancien élève de grande école. Elles ne savent pas ce qu'est le calibrage d'un docteur. Alors c'est ce qui a effectivement freiné. Alors depuis quelque temps, ça évolue. Moi, j'ai recruté beaucoup de docteurs à Saint-Gobain, mais ça évolue surtout parce que les grandes écoles commencent à faire passer des doctorats à leurs élèves. Ce qui fait que ces docteurs qui sont recrutés sont souvent des docteurs qui sont en même temps ingénieurs. Ceci étant, je pense qu'il est très important effectivement de faire en sorte, par une meilleure connaissance mutuelle, que des vrais docteurs, ou plus exactement des docteurs purement universitaires, puissent être considérés comme intéressants par le monde de l'entreprise. Ceci pour deux raisons. La première est que les entreprises se sont aperçues, notamment les grandes entreprises, que si elles veulent que leurs chercheurs puissent participer à des congrès internationaux et discuter d'égal à égal avec les autres chercheurs présents, il faut qu'ils aient sur leur carte de visite le fait qu'ils sont docteurs. Ça devient de plus en plus important au niveau international. La seconde, c'est ce que disait Christine et qui, à mon avis, ne doit pas être pris comme une faiblesse, c'est que beaucoup de chercheurs dans le monde industriel évoluent vers d'autres fonctions. Il est donc important, quand on recrute un chercheur, ce soit un chercheur qui est déjà professionnel, qui ait donc passé une thèse et qui soit immédiatement utilisable. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès qui sont en train d'être faits et qu'il faut continuer. Je crois que Jean-Pierre Finance d'abord, et puis Gilles Saint. Bon. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on débat pas mal, on se focalise pas mal sur quelque chose qui est fondamental dans toutes ces questions, qui est le facteur humain. C'est-à-dire, vraiment, la question, c'est comment faire que, au-delà de
toutes les actions qui se produisent au quotidien, parce qu'on fait plein de choses entre l'université et les entreprises. On fait de la formation continue, on fait de l'alternance, on fait de l'apprentissage, on définit, on fait des stages, on construit de la recherche partenariale, on fait de la prestation de services, etc. On peut faire une liste qui va prendre 2 pages. Mais au-delà de ça, je crois peut-être, me semble-t-il, que la différence entre notre pays et son environnement est liée quand même à ce manque de fluidité entre les individus. On a des exemples de Jean-Claude qui est passé effectivement du secteur public vers une entreprise. Moi, dans mon université, j'ai un certain nombre de personnes qui ont fait ce chemin. Malheureusement, ils n'ont pas tellement fait le chemin inverse. C'est-à-dire qu'on a vraiment le problème que l'on rencontre beaucoup moins aux États-Unis, que l'on rencontre beaucoup moins dans d'autres pays, c'est l'aller-retour entre les deux mondes. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on évolue de ce côté-là. Alors, je disais, la LRU nous donne quelques outils, certainement pas suffisamment encore pour atteindre la fluidité, la mobilité que l'on pourrait avoir. Puis la deuxième remarque que je voudrais faire, ça rejoint un peu ce que disait Éric Froment ce matin quand il parlait de l'international. C'est que beaucoup d'actions, organiser des stages, faire de l'apprentissage, etc., là, pour le coup, est lié aux individus. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'université, ce sont des personnes qui se dédient à ce type d'activité. Le passage à l'échelle institutionnelle est en revanche certainement plus difficile. C'est-à-dire les liens institutionnels plus génériques, plus globaux, donc entre l'université ou des morceaux de l'université et des entreprises, c'est quelque chose qui est un peu plus difficile à établir et à mon avis, il faut qu'on arrive à ce passage à l'échelle. Alors, il y a certainement des moyens. Je vais peut-être donner 2 exemples. D'une part, je pense que l'université en elle-même, même si effectivement elle a une complexité inhérente, ne s'est pas toujours organisée pour offrir un point d'accès et un lieu d'échange avec le monde extérieur. Et la création, on appelait ça chez nous un numéro vert ou un guichet d'accueil qui permettrait effectivement à un patron de PME de l'environnement de savoir de l'environnement de l'université, de savoir ce qu'on peut lui offrir comme service et comment on peut travailler, ça je crois que ça manque beaucoup. Et en fait j'irais même jusqu'à la création d'une direction des partenariats qui serait un outil, et ça c'est un problème d'organisation à l'intérieur de l'université. Un deuxième exemple, c'est certainement d'aller plus loin, même si on n'a pas tous des IRT, vers des structures communes. Alors je vais prendre un exemple dans les Vosges, en Lorraine, dans les Vosges, où depuis presque une vingtaine d'années maintenant, au travers du bois et maintenant des fibres, on a, avec une école d'ingénieurs internes à mon université, un centre de ressources technologiques, un CRIT, on a un pôle de compétitivité, et c'est un lieu d'échange pratiquement quotidien entre les PME qui sont très nombreuses dans ce secteur et le milieu de la formation et le milieu de la recherche. Et je crois que cette fluidité, qui n'est pas unique, je crois qu'il y a beaucoup d'endroits où on a des plateformes de ce type-là, je crois que c'est aussi une façon de franchir les barrières entre les cultures différentes. Oui, je voulais simplement apporter une précision sur la problématique du chercheur qui arrive dans l'entreprise et pour qui le seul avenir est dans le management. Nous avons, et un certain nombre d'autres entreprises ont dû faire la même chose que nous avons une ligne de promotion propre à la recherche. C'est-à-dire que les chercheurs, je parlais tout à l'heure de cet universitaire qui est venu chez nous, qui est Distinguished Engineer, son level, son niveau, est le même que celui d'un grand patron de secteur commercial. Et il en a le même salaire, il en a exactement les mêmes avantages et le même système de rémunération même. Et ça, c'est institutionnalisé. Je parlais des 3000 chercheurs, les 3000 chercheurs sont dans cette organisation-là. Et je crois que c'est une réponse pour l'entreprise pour garder les talents qu'elle va attirer de l'université, je crois. Terminé ? Oui, alors, juste, je crois que ça serait bien aussi qu'on puisse interagir. Mais sur la question des thèses, je crois effectivement c'est une question absolument cruciale. Vous évoquez la connaissance. C'était pas un problème quand je ne veux pas du tout revenir sur le débat, complexité, méconnaissance, peu importe.
je me constatais à observer qu'un certain nombre de personnes dans le privé ont du mal à s'y retrouver dans le système français. Alors, et que nos collègues étrangers ont souvent un constat un peu, comment dire, un peu abrupt sur notre complexité particulière. Donc je ne crois pas que ce soit simplement un effet de mon pauvre petit cerveau. Donc en ce qui concerne les thèses, j'en veux pour preuve d'ailleurs juste un truc, c'est que quand je disais il faut être dans le sérail pour comprendre comment ça marche, c'est que même quand on est dans le sérail, on ne sait pas comment ça marche. Puisque un des principaux sujets de conversation entre collègues universitaires, c'est se donner des tuyaux sur tel ou tel aspect du fonctionnement. Bon, fin de la parenthèse, on ne va pas épiloguer là-dessus, c'est pas très grave. Sur les thèses, je crois qu'effectivement, peut-être ça va un petit peu mieux, mais il y a vraiment un effort de lobbying auprès des entreprises pour reconnaître la valeur d'une thèse, et je pense aussi qu'on peut imaginer des systèmes d'incitation. Le système d'incitation d'embauche d'un thésard existe au niveau du CIR. Mais ça, c'est dans l'optique où on prend un thésard et il fait la R&D. Moi, je suis partisan qu'on ait des mécanismes d'incitation pour l'embauche d'un thésard, point à la ligne. Et ce qui permet également, quitte à avoir un pacte, à ce que les salaires soient un peu revalorisés, c'est-à-dire qu'on tienne compte du fait que faire bac plus 5, 6, c'est pas la même chose que de faire une thèse. Donc, voilà un commentaire pratique. Juste un mot sur le... D'abord, effectivement, je crois que l'objectif, c'est pas simplement d'embaucher des thésards parce qu'ils ont une thèse et pour faire de la recherche, mais il faudrait que les cadres d'entreprise soient recrutés en étant titulaires d'une thèse. Juste un mot sur la fluidité, je crois qu'effectivement, c'est la clé. Mais là, tout de même, je voudrais tempérer l'optimisme de Christine Musselin sur l'ouverture dont fait preuve le monde académique à l'égard du secteur privé. Moi, c'est une question qui m'est chère, le statut des enseignants-chercheurs, les statuts en général des académiques. Pour aller d'une entreprise à l'université, de l'université à l'entreprise, il y a quand même une dissymétrie. Je ne connais pas très bien comment on fait pour aller de l'université vers l'entreprise, mais vraiment, les modes de recrutement que nous avons, qu'il s'agisse d'enseignants-chercheurs ou de chercheurs statutaires, ne sont quand même pas des facteurs facilitant le passage d'un chercheur de l'entreprise au monde académique. C'est quand même le CNU, le Comité national de recherche scientifique sont quand même des obstacles monumentaux lorsqu'on ne vient pas du monde académique depuis sa plus tendre enfance, si j'ose dire. Donc ça, ce sont des choses, et tout à l'heure à la fin du débat précédent, on parlait de cette fluidité aux États-Unis, des responsables politiques qui reviennent à l'université, etc. Mais la grande différence, c'est que chaque université définit ses propres critères de recrutement dans une liberté totale. Elle endosse l'entière responsabilité de ce qu'elle va faire en recrutant monsieur ou madame Untel comme professeur de plein exercice chez elle. Et donc ça, il faudra un jour ou l'autre, si on veut aller jusqu'au bout de cette ouverture et de cette facilitation de la coopération entre universités et secteur privé, société civile, il faudra bien quand même un jour ou l'autre poser aussi le problème des statuts, non pas pour lui-même, mais comme obstacle à cette fluidité. Donc nous avions promis de laisser le plus de temps possible à la salle, et c'est ce que nous avons fait, donc la parole est à vous. C'est toujours la première question. Oui. Pardon, bonjour, Godefroy Beauvalet, directeur du Fonds AXA pour la recherche. Je voulais apporter un témoignage et poser une question dans la continuité du débat sur l'identité. Alors le témoignage, c'est celui du Fonds. Je ne veux pas faire le panégyrique du Fonds, c'est pas du tout ça, mais simplement dire qu'on a reçu depuis 2008 environ 2500 dossiers venant du monde entier. Et on n'a pas fait d'analyse statistique très poussée, mais la particularité souvent des relations avec les universités françaises ou les établissements français, c'est que la complexité dont on parlait nous est assénée d'emblée, et que l'endroit sur lequel les universités cherchent à nouer la collaboration, c'est sur l'identité. Or, l'entreprise, souvent, a beaucoup plus envie de parler du projet, et on a bien du mal à se rencontrer. Alors parfois, ça se passe quand même, mais ça peut produire des effets déceptifs plus tard. Et dans d'autres positions que j'ai pu occuper avant, j'ai rencontré le concept qui avait été popularisé par Philippe Laredo de l'École nationale des ponts et chaussées et de l'Université de Manchester, de recherche appliquée non applicable, avec le risque que même si une recherche se fait dans un cadre contractuel entre une université et une entreprise,
il ne se passe pas grand-chose après. Alors, chez AXA, où on n'est pas dans une industrie technologique, à travers des filières comme peuvent avoir les gens comme IBM ou d'autres entreprises, on a tendance à penser que ça tourne vraiment autour des personnes et que le sujet, c'est comment introduire le doute dans la tête des actuaires et réciproquement, comment renouveler grâce à la fréquentation de l'entreprise les questions de recherche des chercheurs. Mais là, on est dans quelque chose d'extrêmement compliqué et ce fait que les universités françaises commencent par le débat sur l'identité, finalement, ne nous aide pas du tout par rapport à ça. Donc la question que moi je me poserais est une question de praticien, au fond, par rapport à tout ça, par rapport aux questions qui ont été débattues, c'est quelles sont les pistes qui fonctionnent aujourd'hui pour réussir à produire, comment même historiquement, puisque ça date effectivement de plusieurs décennies, on arrive à nouer ces collaborations, comment est-ce qu'on arrive à les formaliser d'une manière qui ne soit pas restrictive. Et j'ai l'impression que le cadre de la recherche et développement tel qu'elle se pratique aujourd'hui souvent n'est pas optimal. Donc les pistes d'amélioration seraient intéressantes sur ça de la part du panel. Jean-Pierre Finance ou quiconque de la table ronde? Moi, je ne sais pas si c'est une bonne réponse, mais quand je parlais tout à l'heure d'une direction des partenariats ou quelque chose comme ça à l'intérieur d'une université, c'est un petit peu ce que j'avais en tête. C'est-à-dire qu'en fait, à l'intérieur d'un établissement, mon expérience, c'est que nous sommes effectivement très segmentés. On va avoir une formation qui va plutôt travailler avec telle entreprise en termes de stage, une autre qui va travailler avec la même entreprise éventuellement, un laboratoire va travailler avec la même entreprise au niveau d'un contrat de recherche partenariale, etc. Et en général, ceci finalement brouille complètement l'image. Donc moi je crois que nous avons certainement, enfin quand je dis nous les universitaires, nous avons à faire un gros travail pour faciliter, quand je parlais d'un point d'accès et d'une connaissance de ce qui se passe à l'intérieur de l'établissement, nous avons certainement un gros travail organisationnel à réaliser. Mais je ne sais pas si ça répond complètement à votre question, mais c'est pour aller dans ce sens de ne pas travailler que de manière ponctuelle. Je pense que les universités se sont parlées à elles-mêmes longtemps, donc il faudrait le parler à d'autres. Je vais vous faire une réponse qui ne vous satisfera peut-être pas, mais bon, mon expérience est quand même que les collaborations entre les entreprises et les laboratoires publics, en général, conduisent non pas à de la RANA, comme vous l'avez dit, mais à de véritables résultats. Et la clé, c'est d'avoir un bon directeur de recherche. Une autre question? Oui, monsieur. Bonjour, Nicolas Boulan, je fais du fundraising. Et donc, je travaille avec des entreprises, avec des universités en particulier, pour essayer de les rapprocher et de les faire investir massivement sur un certain nombre de programmes des universités ou des grandes écoles. Et il y a plusieurs remarques dans tout ce que vous avez dit qui sont passionnantes, et je m'adresse à madame la sociologue, qui étudie ce monde mystérieux de l'université. Alors d'abord, quelque chose qui est terrible, c'est que personne, depuis le début de ce séminaire, n'a parlé des anciens élèves des universités. C'est-à-dire que vous avez parlé des entreprises, simplement sans vouloir être désagréable avec monsieur d'IBM, mais quand vous voyez le chiffre d'affaires d'IBM et ses 6 milliards de dollars de recherche, et qui vous explique qu'il a remis un prix de quelques dizaines de milliers de dollars pour un prix mondial, vous voyez bien que, d'accord, les entreprises ont besoin de la recherche et de le secteur universitaire pour leurs cadres, pour leurs ingénieurs, etc., mais elles n'ont pas vocation à faire des financements massifs dans le secteur universitaire. Et où est l'argent? Eh bien, c'est comme dans les grandes écoles, l'argent, elle est aussi chez les anciens élèves. Et que je pense que ça répondrait aussi à une problématique qui est la fertilisation et surtout la capacité de l'université à parler avec son environnement extérieur. Or, vous avez des milliers et des milliers et des milliers d'anciens élèves d'université qui seraient ravis de rester en contact avec leur université et qui, en plus, donneraient de la lisibilité à leur université. Je pense que c'est très important, c'est-à-dire que le diplôme universitaire n'est pas compris par les entreprises, parce que les anciens qui sont sortis des universités ne comprennent pas ce que les universités proposent. Or, si depuis 15 ans, je suis issu de l'université, et depuis 15 ans, l'université m'a formé régulièrement sur ce que c'était que les diplômes universitaires de mon université, je serais probablement plus à même de les promouvoir. Et alors, madame la sociologue, comment est-ce que vous voyez cette difficulté qu'ont les universitaires qui sont encore dans ce trip, mais qui est légitime, ils ont toujours été comme ça, sur la recherche et cette notion de service public supérieur de la recherche fondamentale ou appliquée,
et cette obligation de faire de la professionnalisation qui a émergé avec la massification de l'enseignement. Comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez des mutations? Et comment est-ce que vous pensez que ça peut accélérer et aller plus vite aujourd'hui? Je crois qu'il ne faut pas oublier qu'en France, et alors là pour le coup, c'est une spécificité française, on a des universités très jeunes. Alors je vais répéter quelque chose que maintenant on connaît bien, mais on n'a pas eu d'université en France pratiquement de la Révolution française à 1968. Hein? Donc les universités telles qu'on les connaît aujourd'hui en tant qu'établissement, et d'ailleurs ce terme d'établissement on l'utilise, ça fait une vingtaine d'années, pas beaucoup plus. Hein? Elles sont très récentes. Donc pour se penser comme des établissements qui vont se tourner vers des anciens élèves, il faut déjà exister en tant qu'institution. Or, il me semble que la grande révolution qui s'est produite depuis la fin des années 80 dans le système universitaire français, c'est que les universités françaises ont pris conscience petit à petit, et aussi parce qu'on leur a donné plus d'autonomie, etc., qu'elles existent en tant qu'établissement, en tant qu'institution. Vous le voyez au fait qu'elles changent de nom. Hein, on ne dit plus Paris 5, on dit Paris Descartes, etc. Bon, elles ont toutes pris des noms qui permettent de les identifier. Et je crois que le fait de reconnaître qu'on a des anciens étudiants, et pas des anciens élèves, des anciens étudiants, ça va venir au fur et à mesure que les institutions elles-mêmes vont prendre conscience de leur existence. Actuellement, une université telle qu'elle existe, qui essaierait de retrouver ses anciens étudiants, elle pourrait remonter au maximum jusqu'aux années 70, vous voyez. Et avant, on va lui dire, mais j'étais pas à telle université, j'étais à la fac de. D'ailleurs, on continue à dire la fac de. Hein. Tous les journalistes disent ça, tout le monde dit ça. Enfin, moi, ça m'énerve toujours dans la presse quand on me parle de la fac de Paris 2. Ouais, je dis non, c'est pas une fac, c'est une université. Voilà. Donc, je crois que cette histoire-là, très différente des universités étrangères, elle est à prendre en compte. Quand vous existez comme la Humboldt à Berlin depuis le début du XIXe siècle, vous avez une identité beaucoup plus forte. Les universités américaines, pourquoi elles ont réussi à développer ces relations avec leurs anciens étudiants? Parce qu'elles ont, dès le départ, existé comme des institutions autonomes et fortes, hein, qui ont pu se développer avec des représentations différentes les unes des autres, avec des missions différentes les unes des autres. Voilà. Pour avoir des anciens étudiants, il faut déjà exister et se reconnaître comme existant soi-même. Je crois que c'est ça qui explique le retard pris par les universitaires. Et si je peux juste encore dire un mot, je ne suis pas sûre qu'encore aujourd'hui, tous les universitaires se reconnaissent dans leur institution. Hein, et il faudra donc encore du temps, je pense, pour que ça se produise et qu'on continue. Alors moi, j'étais impressionnée en arrivant ici, j'ai vu qu'on vendait des t-shirts, etc. C'est très très récent. Hein, voilà, c'est très très récent de faire ça. Christine Musselin a raison quand elle dit que les universités françaises sont jeunes. Mais vous n'avez pas tort quand vous prenez des exemples d'écoles relativement récentes. Mais il y a d'abord un effet de taille qui est différent, donc ce qui est possible à une taille réduite l'est beaucoup moins lorsque vous avez 30 000, 40 000 étudiants, avec des sorties de diplômés de plusieurs milliers, de 4, 5, 6 000 diplômés par an pour les suivre. Il y a aussi autre chose qui est souvent peu connue lorsqu'on n'a pas vécu de l'intérieur le système universitaire, et notamment lorsqu'on n'a pas eu à gérer des universités, c'est que depuis fort longtemps, et on peut dire jusqu'à l'autonomie actuelle, les modes d'allocation des ressources publiques de la part de l'État vers les universités étaient gommés totalement toutes caractéristiques propres des établissements. C'était même totalement désincitatif. Si vous aviez le petit doigt qui dépassait, on commençait par vous dire, par le baisser. Avant, on ne vous parlait pas. Ça a évidemment maintenant changé. Patrick Hetzel peut en témoigner, le directeur général de l'enseignement supérieur. Mais des décennies et des décennies de management public du système d'enseignement supérieur en France, selon ces règles-là et selon ces méthodes-là, ne sont pas très incitatives pour que les établissements se forgent une personnalité, car je vous assure, et plusieurs personnes dans la salle pourraient abonder dans ce sens, c'était, je parle au passé, très pénalisant dans la recherche de moyens publics de dire, moi, je veux développer ce projet original pour me créer cette personnalité et j'ai besoin que l'État m'accompagne là-dedans. La première réponse qui vous était faite, non, l'État définit ses critères, si vous n'y rentrez pas, vous n'avez pas le droit à une allocation. Donc ça crée une différence considérable par rapport à des écoles, même si elles sont jeunes,
qui ont une plus grande liberté, pas forcément une plus grande autonomie de gestion, mais une plus grande liberté de choix stratégique, de détermination de sa propre politique. Jean-Pierre. Oui, non, mais je crois que ça va dans le même sens. Simplement, ce que disait Christine, moi, pour l'avoir vécu quand même depuis pas mal d'années, je crois que depuis 70, depuis la création des universités telles qu'on les connaît aujourd'hui en France, je crois que les équipes de direction successives ont eu un objectif, c'est d'introduire de la cohérence et une identité d'ensemble. Les résurgences facultaires, IUT, écoles, sont restées pendant des décennies extrêmement fortes. Ça, je crois que c'est un phénomène. Et l'intérêt d'adhérer à un projet commun n'apparaissait pas aussi important que cela pour les universitaires eux-mêmes, et donc, a fortiori, pour les étudiants qui suivaient un peu la vision de leur maître. Je crois que c'est un élément qui me semble important. L'introduction du contrat pluriannuel, quadriennal maintenant quinquennal, ça a été un élément fort parce qu'il y a eu un intérêt commun des différentes composantes de l'université à travailler ensemble pour obtenir des moyens particuliers, des moyens complémentaires, des moyens supplémentaires. Mais je crois que cette recherche de l'identité, c'est vraiment un objectif que se donnent la plupart des équipes de direction de l'université, avec un obstacle quand même qui reste assez fort. On a parlé des facultés tout à l'heure, mais il ne faut pas oublier le poids des secteurs disciplinaires. Et pour un certain nombre de collègues, si on est juriste avant d'être juriste dans telle université. Je dirais la même chose pour un médecin, je dirais la même chose pour un physicien, etc. Et donc je crois que ceci, contrairement à la culture que l'on peut voir, si je regarde nos collègues belges, nos collègues allemands, etc., l'appartenance à l'université n'apparaît pas comme quelque chose que l'on a envie vraiment de revendiquer. Et puis peut-être dernier élément, juste une petite expérience personnelle. En avril 1994, j'avais réussi à faire adopter dans mon université le nom Henri Poincaré plutôt que Nancy 1, parce que je trouvais pas que Nancy 1 c'était particulièrement mobilisateur. Eh bien, savez-vous qu'aujourd'hui, et pourtant je crois y avoir beaucoup insisté, il y a à peu près 80% ou 90% des gens qui continuent à parler de Nancy 1, sauf quand ils veulent me faire plaisir. Oui, je voulais revenir sur les deux interventions concernant les anciens élèves. Le suivi derrière des anciens élèves, c'est quelque chose de compliqué. C'est-à-dire qu'une université va produire des dizaines et des dizaines de milliers d'anciens élèves par rapport à l'EM Lyon ou même Grenoble, encore en prenant l'ESC Grenoble, en prenant une école encore plus récente. C'est presque plus simple. Et je veux dire qu'il y a une réflexion aujourd'hui, il y a des études aujourd'hui, et ça fait partie aussi de la collaboration entre l'entreprise et l'université, des études donc qui, et dans certaines universités déjà abouties, qui consistent à mettre en place des outils à la fois de recherche des meilleurs talents en amont, ensuite de suivi et de gestion de l'ensemble des flux et des personnes sur le campus, et derrière, bien évidemment, le suivi de l'ancien élève, parce que dans le cadre de l'évolution qu'on a pu constater ces 30 dernières années, la notion de formation tout au long de la vie, la notion de formation continue, et même formation continue comme source de financement de l'université, est apparue. Et donc, aujourd'hui, un grand nombre d'universités travaillent sur ces produits qui sont de véritables ERP. Alors, quel est l'apport de l'entreprise là-dedans ? Tout simplement, l'apport lié à la mondialisation, parce que les grands campus nord-américains dont vous avez parlé ce matin ou dont vous allez parler aujourd'hui fonctionnent comme ça. Fonctionnent comme ça depuis 10 ou 15 ans. Quand je parle des campus nord-américains, c'est aussi l'université Laval francophone à Québec, ou l'université de Monterrey à Monterrey, au Mexique. Donc là, ça se met en place, mais encore une fois, il y a un travail lié aux relations avec l'entreprise, d'ouverture vers l'entreprise, et puis d'ouverture aussi de l'entreprise vers l'université, parce que l'entreprise n'oublie pas que c'est l'université qui va fournir le talent, le management et l'excellence de demain à cette entreprise. Donc tout ça se met en place, mais c'est pas aussi simple qu'à l'EM Lyon ou qu'à l'ESC Grenoble. Merci. On pourrait peut-être revenir au thème central, l'université, secteur privé, aux sociétés civiles. Derrière vous. 2 questions au fond. Ah, par Internet, pardon.
Il y a des questions d'internautes, excusez-moi. Pour les internautes, s'ils me regardent ou s'ils m'entendent. Oui, bonjour. Oui, on a beaucoup de réactions depuis le début de la journée. On parle de la Sorbonne, de l'histoire de la Sorbonne, en parlant de Pasteur qui est venu fêter son jubilé. Et énormément d'internautes regrettent le fait de ne pas parler des sciences humaines aujourd'hui. Donc on a une question par rapport à ça qui est de dire, est-ce que les chercheurs en sciences humaines sont privés, entre guillemets, de ponts vers le secteur privé? passer la parole à Christine d'abord, mais d'abord, sur ce point, je voudrais porter un témoignage. Il se trouve que je suis président de l'association des anciens élèves de l'école normale de la rue d'Ulm, dans laquelle il y a des sciences et des lettres. Nous avons un service carrière qui aide les élèves, voire les anciens élèves, à trouver l'emploi qui leur convient, mais aussi nous avons des gens qui s'adressent à ce service carrière pour trouver des élèves qu'ils souhaiteraient recruter. Or, depuis quelque temps, nous avons de plus en plus d'entreprises qui viennent nous voir en nous demandant s'ils peuvent recruter des élèves littéraires. Parce qu'ils considèrent qu'aujourd'hui, les ingénieurs connaissent leur métier d'ingénieur, ceux qui sortent d'écoles de commerce connaissent le commerce, mais il manque d'étudiants qui aient une très grande culture générale, qui aient une vision historique, qui aient un recul, qui leur permettent de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Et donc, ils sont de plus en plus demandeurs, non pas de grandes masses, mais d'un petit nombre d'élèves littéraires ayant cette culture et ce recul sur les événements. Du côté de la recherche, je pense vraiment pas qu'on puisse dire que les sciences humaines devraient être exclues de ces relations. Alors c'est vrai que c'est parfois plus difficile pour certaines disciplines que pour d'autres, ou au sein de certaines disciplines, sur certains secteurs que pour d'autres. Moi, j'appartiens à un laboratoire où on a toujours eu des contrats avec des entreprises privées. Alors, c'est pas majoritaire parce qu'on a surtout travaillé, c'est vrai, sur le secteur public. Travaillant moi-même sur les universités, j'ai par exemple pas de contrat, c'est sûr, avec les entreprises, mais on a toujours développé des coopérations avec le secteur privé. Je pense qu'il n'y a pas nécessairement d'exclusion et que les entreprises sont aussi intéressées par ce que peuvent apporter les sciences humaines et sociales. Je crois qu'il n'y a pas de... tous les problèmes techniques ne peuvent pas être résolus uniquement par des solutions techniques. Et fort heureusement, les sciences humaines peuvent apporter sur ce point-là des apports tout à fait importants. Je vais peut-être encore rajouter un mot, parce que malgré tout, là encore, j'observe ce qui se passe dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, ou ce qui se passe en France. J'ai très souvent constaté aux États-Unis que des étudiants qui avaient un PhD en philosophie, par exemple, étaient prêts à avoir une carrière dans une entreprise, dans l'administration, et finalement, leur formation de docteur en philosophie leur apportait quelque chose de différent. Il est vrai qu'en France, à l'université, nos étudiants qui passent une thèse dans une discipline littéraire un peu pointue manquent un peu de l'ouverture d'esprit qui leur permette ensuite assez facilement de s'ouvrir vers le monde extérieur. Oui, moi je pense qu'il n'y a pas de... Je pense un petit peu concerné aussi. Il n'y a pas d'impossibilité. C'est peut-être un petit peu plus difficile parce que c'est une difficulté qui s'ajoute aux difficultés lorsqu'on vient du secteur humanité ou sciences sociales. Je pense qu'il faut distinguer aussi les sciences sociales, dont vient Christine et dont je suis venu, des sciences humaines. Les humanités, c'est encore autre chose. Mais il y a aussi des possibilités. Il y a de très grands responsables d'entreprises, de très grands responsables du secteur public qui sont des diplômés, qui ont des diplômes de sciences humaines, de littérature ou autre. Hein. C'est dans la communication, dans la publicité, parce que ces entreprises, c'est pas forcément uniquement Saint-Gobain, IBM. Il y a quand même énormément de possibilités, de partenariats. Mais peut-être qu'à une difficulté culturelle, ça en ajoute une autre. Des deux côtés d'ailleurs. Je ne mets pas du tout la charge du côté des universitaires, mais aussi sans doute des entreprises. C'est vrai que moi j'ai souvent plaisir à rappeler, lorsque j'en ai l'occasion, que Mme Annette Chavon, ministre allemande de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, et docteur en théologie. Ce qui fait sursauter en général les physiciens, excusez-moi, ou les chimistes ou les matheux qui sont à sa table. Une autre question ? Patrick Butor, c'est une question à Madame Musselin. Vous avez dit tout à l'heure qu'aux États-Unis, les programmes des universités n'étaient pas faits avec les entreprises, mais en revanche, qu'ils étaient faits avec les débouchés qu'offrent les entreprises. Quelle est cette nuance et comment opère-t-elle concrètement ? Les sciences sociales sont sollicitées à cette table ronde. Hein.
Oui, je voulais peut-être juste, avant de répondre à votre question, il y a aussi finalement une autre façon pour les entreprises de s'intéresser aux sciences humaines et sociales, et justement aux sciences humaines, qui est le mécénat. Et là, cette fois-ci, c'est du côté des entreprises, et je suis sûre qu'il y a beaucoup de chercheurs en sciences humaines qui seraient tout à fait intéressés par des relations de mécénat, mais qui sont là aussi à construire, je crois, en France, parce qu'on n'en a pas vraiment l'habitude. Pour revenir à votre question, monsieur, moi j'étais frappée quand j'ai travaillé sur les historiens aux États-Unis, sur la manière dont ils concevaient les premiers cycles, donc les premières années à l'université, en essayant justement de tenir compte de l'évolution de leur population étudiante. Et pour prendre juste un exemple, il se trouve qu'à ce moment-là, ils commençaient à avoir, c'était il y a une petite dizaine d'années, ils commençaient à avoir beaucoup d'étudiants asiatiques qui arrivaient dans les universités américaines. Et donc, ils ont décidé que les renouvellements de postes qui allaient venir, puisqu'ils avaient quelques départs à la retraite qui se profilaient, seraient plutôt en histoire de l'Asie plutôt qu'en histoire européenne, au grand détriment bien sûr des historiens de l'Europe, mais pour essayer justement de proposer des formations un petit peu adaptées à leurs étudiants. Et puis pour revenir sur l'autre bout de ça c'est disons pour ce qui est de l'amont, pour ce qui est cette fois-ci de l'aval et donc des débouchés, ça je l'ai plutôt remarqué du côté des doctorants, avec justement des adaptations du nombre de docteurs qui sont, du nombre de doctorants qui sont acceptés dans les programmes pour essayer de tenir compte des débouchés. On peut se dire finalement ça peut avoir des effets aussi très importants au niveau du développement des disciplines, mais ça je l'ai vu pas simplement chez les historiens, dans plusieurs disciplines, où si on s'aperçoit qu'on a du mal à placer les doctorants sur le marché universitaire et privé, à ce moment-là on réduit la taille des programmes, mais sans les fermer. J'insiste sur ce point-là, et pourtant c'était des universités privées, sans les fermer parce qu'on considère qu'une université qui n'aurait pas un programme doctoral en philosophie n'est pas une vraie université. Donc on réduit la taille mais on ne ferme pas. Merci. Autre question? Bonjour. Mademoiselle, oui. Ça serait pour revenir sur... je me souviens. Voilà, sur la reconnaissance du doctorat. Vous aviez parlé des incitations qui pouvaient être mises en place pour que les entreprises recrutent plus de docteurs. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi penser que le problème vient aussi de l'université, ou plutôt dans ce cadre-là des écoles doctorales, qui devraient communiquer plus, différemment, sur qu'est-ce que le doctorat, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on y apprend, à quoi ça pourrait servir. Et puis aussi, en France, encore aujourd'hui, un élève qui arrive à la fin d'un master et qui a envie de faire une thèse, s'il a la certitude de ne pas vouloir faire une carrière académique, il est désincité. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi de société, de vision de qu'est-ce qu'une thèse? Que la thèse, c'est forcément pour la carrière académique. Non, mais vous avez raison, tous ces problèmes-là existent. Alors c'est un peu la poule et l'œuf, mais il faut... je pense que le système d'incitation est absolument indispensable. Et également la volonté déterminée dans les grandes écoles, parce que ça passe beaucoup quand même par les écoles d'ingénieurs, cette affaire, la volonté dans les grandes écoles de développer le nombre de thèses. Alors, ensuite, communiquer sur les thèses, je ne suis pas sûr que ce soit un problème de méconnaissance de ce que c'est une thèse. Il peut y avoir toujours des méconnaissances sur un certain nombre de champs disciplinaires. Il faudrait aussi réfléchir un peu au contenu des thèses. Il y a beaucoup de questions. Moi, personnellement, je pense que l'aspect essentiel, c'est qu'il faut amorcer la pompe, et à partir du moment où les entreprises vont recruter des thésards, elles vont voir que finalement, c'est une bonne idée de recruter des thésards. D'abord, je voudrais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que ce problème des docteurs, tant de leur formation que de leur emploi, est très important. Dans tous les pays du monde, le doctorat, c'est le diplôme le plus élevé. Quand une entreprise veut recruter quelqu'un qui est vraiment au top du top, elle recrute un docteur. En France, dans le meilleur des cas, elle recrute un polytechnicien. Donc il y a encore du chemin à faire. Pour commenter ce que vous dites, d'abord, c'est vrai que quand il y a un problème d'enseignement, il y a en général, ou de formation, il y a en général un problème de formateur. Et je pense qu'effectivement, les enseignants qui encadrent les doctorants
ne sont pas encore suffisamment ouverts dans leur esprit, je ne dis pas dans leur intelligence, mais dans au fond d'eux-mêmes, sur ce à quoi ils préparent leurs étudiants. Et c'est ce qui fait qu'à la fin du l'étudiant, il est plus ou moins conditionné à demander si par hasard il n'y aurait pas une place pour lui au CNRS ou à l'université, et s'il n'en a pas, à la limite il se retourne vers l'extérieur. Alors ça, c'est évidemment un point qui est regrettable. Maintenant, il y a aussi, alors moi, ce que les étudiants font comme travail de thèse, à la limite, ne me paraît pas très important. Hein. Et d'ailleurs, ayant recruté beaucoup de docteurs, ayant participé à beaucoup de jurys de thèse, moi, quand je voyais arriver un docteur à Saint-Gobain qui commençait à me raconter ce qu'il avait fait pendant sa thèse, ça ne m'intéressait absolument pas. Or, c'est en général la première chose qu'il fait. Qu'est-ce qui est intéressant pour un recruteur ? Alors, je reviens au rôle du jury. Dans des jurys de thèse, je posais très souvent la question, outre quelques questions techniques un peu pointues sur le travail de thèse, au fond, pourquoi est-ce que vous avez travaillé sur ce travail-là ? Et là, honnêtement, les réponses étaient souvent un peu décevantes. Hein. Et je dois dire, pour être un peu critique, exagérément peut-être, que quand on posait la question au directeur de thèse, c'était parfois pas totalement satisfaisant non plus. Donc je crois que le vrai point important, aussi bien pour les thésards que pour les chercheurs en général d'ailleurs, c'est qu'ils aient une vraie réflexion sur, au fond, pourquoi ils font ce travail-là, comment il se situe, qu'il soit fondamental ou moins fondamental n'a aucune importance, mais comment il se situe dans la façon dont sont bâties les connaissances. Et si le doctorant a d'un côté la technique de recherche qu'il a appris en travaillant avec son encadrement, et d'autre part appris à réfléchir sur ce qu'est la production de la connaissance, comment il a participé à cette production et à quel niveau et de quelle façon, alors là il commence à avoir un profil intéressant. Et ça rejoint une autre réflexion que je voulais faire à l'occasion, et je profite puisque j'ai le micro, c'est que au fond les chercheurs ils sont sensibles à deux choses. Ils sont sensibles au fait qu'ils trouvent de l'argent pour financer leurs recherches, et ils sont sensibles à la façon dont ils sont évalués. Le financement, c'est un outil qu'on a largement utilisé pour essayer d'orienter les recherches dans des disciplines pour lesquelles on voulait les favoriser. Maintenant, on l'a dit depuis ce matin à très nombreuses reprises, beaucoup des problèmes auxquels nous avons à faire face sont des problèmes de nature culturelle. Or, un des outils pour agir sur la culture d'une communauté, c'est l'évaluation. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas suffisamment réfléchi à la façon d'utiliser le processus d'évaluation, et Dieu sait que ce processus est très structuré en France, avec l'ARS, avec les comités d'évaluation divers, pour que cette évaluation ne se limite pas, comme c'est parfois considéré vis-à-vis de l'ARS, à une agence de notation, ou pour les chercheurs, à un avis scientifique qui permet éventuellement de l'utiliser pour une promotion, mais comme un véritable outil d'aide à l'évolution culturelle de la communauté scientifique. Et alors, pour y arriver, moi, je propose une réflexion dans le domaine de l'évaluation, qui est une évaluation qui se fasse de façon équilibrée entre ce que j'appellerais excellence et pertinence. Tout à l'heure, on a parlé, je crois, d'utilité du savoir, ça me plaît pas beaucoup. Mais par contre, la pertinence d'un travail est quelque chose sur lequel on devrait avoir une évaluation, qu'il s'agisse d'un travail très fondamental. Et je peux vous dire que j'ai vu des travaux de recherche très fondamentaux dont la pertinence était parfois plus que douteuse, par effet de mode ou pour Dieu sait quelle mauvaise raison. Mais parfois, l'excellence est une pertinence en soi. Mais de façon générale, je pense qu'en équilibrant mieux l'évaluation à la fois sur la notion d'excellence et sur la notion de pertinence, pour l'ensemble de la communauté scientifique, on aiderait cette communauté à mieux situer ses travaux dans l'ensemble de ce qu'est le processus de développement des connaissances et ultérieurement de leur utilisation par la société. Merci. Peut-être une ou deux questions encore ? Oui, alors des internautes. Donc oui, une internaute donc veut poser une question. Je pense que c'est intéressant, c'est vraiment là en rapport. Bonjour, je dirige un club d'entreprises partenaires de l'Université de Savoie. Pensez-vous qu'il faut encourager le développement de ce type de structure indépendante financièrement pour faciliter l'insertion professionnelle des étudiants? Je réponds, Jean-Pierre. Non, j'anime le débat.
Oui, enfin, moi je pense que je ne vois pas pourquoi on interdirait a priori des dispositifs qui sont des dispositifs associatifs, j'imagine, ou sur la base de volontariat. Je crois que c'est plutôt une très bonne chose. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que parfois on manquait de fluidité, on manquait aussi de confiance et de connaissances mutuelles. Donc je crois que l'existence de tels outils ne peut être que, de mon point de vue, peut-être que favorable. Alors après, le fait que ce soit indépendant et donc que ça puisse apparaître comme un tiers favorisant finalement avec une certaine autonomie, une certaine indépendance, les contacts, je crois que c'est plutôt un bon dispositif. On l'a d'ailleurs dit ce matin, un des points essentiels effectivement pour faire fonctionner correctement le système et que tout le monde se reconnaisse, tire un peu dans le même sens et se sente dans le même bateau, c'est d'avoir des structures qui permettent aux gens de se rencontrer. Alors, on a parlé des think tanks. Il faut savoir qu'au Japon, par exemple, une quantité de structures qui apparemment sont faites pour faire de l'évaluation, de la comparaison, de ci, de ça, sont en fait simplement des prétextes pour mettre ensemble des gens venant de différents milieux qui se rencontrent, qui discutent entre eux et qui se connaissent. Et donc je crois que tous les systèmes qui, quel qu'en soit le prétexte, permettent à des acteurs de différents milieux de se rencontrer et de mieux se connaître, n'a que des aspects positifs. Exactement. Je pense que une chose qui parfois n'est pas bien saisie, ce qu'on essaye de faire depuis quelques années, pas simplement depuis 4 ans, hein, c'est un mouvement qui a pris corps il y a quelques années, c'est de faire en sorte que les acteurs, que les membres de la communauté universitaire aient de plus en plus de possibilités de discuter, non pas entre eux, mais de discuter avec d'autres acteurs qui sont à l'extérieur de l'université. Alors, ça s'est accéléré ces dernières années, l'autonomie c'est un outil, hein, c'est pas une fin en soi, tout ce qui a été mis en place depuis 4 ans, mais l'état d'esprit, l'évolution de l'état d'esprit, il est dans ce sens-là. Donc, il faut quitter cet état d'esprit qui consisterait à s'interroger, est-ce qu'on a le droit de faire ceci, est-ce qu'il est pertinent de faire cela? Tout ce qui ouvre, c'est mon point de vue personnel, tout ce qui ouvre les universités, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche à leur environnement de proximité, plus loin, tout ce qui leur permet de dialoguer à travers leurs membres avec l'extérieur ne peut pas être une mauvaise chose. Dans le pire des cas, ça ne sert à rien. Et en général, ça servira à quelque chose. Même s'il n'y a pas à court terme un résultat, ce qui vient d'être dit, tout contact porte en soi les germes d'un partenariat ultérieur pour le plus grand bénéfice des étudiants, de la recherche, des chercheurs, de la société civile, des entreprises et tout simplement de la communauté nationale. Je crois. Je voudrais revenir sur le doctorat. Je pense que c'est un point important parce qu'effectivement c'est un point faible du dispositif français. Il faut quitter là aussi cette vieille vision des choses. On forme des docteurs pour faire de la recherche. Le doctorat, c'est une formation par la recherche. Elle peut être aussi par la recherche et à la recherche. Mais on peut se limiter, et ce serait déjà bien, une formation par... Il faudra des chercheurs. Donc, eux, c'est formation par et à la recherche. Mais déjà formé par la recherche, ce serait un énorme progrès que cette reconnaissance soit faite par pas simplement les entreprises, par toute la communauté. Alors, je pense que les choses évoluent. Vous connaissez tous les bourses CIFRE, qui sont ces bourses... depuis 2 ans, on sature le dispositif. Alors que pendant des années, la vision habituelle, chaque année, lorsqu'on évaluait, c'est « Ah, mais on a mis trop d'argent, il n'y a même pas assez de demandes par rapport à ce qu'on pourrait satisfaire. » Depuis 2 ans, les demandes sont plus fortes que les moyens qui sont mis dans ce dispositif. Donc ça, c'est un très très beau signe. Et surtout... Le très très bon signe, c'est que les débouchés des docteurs qui ont fait leur thèse à travers ce dispositif sont en général bien meilleurs dans tous les secteurs, y compris les sciences humaines et sociales, parce qu'il y a des bourses CIFRE en sciences humaines et sociales, c'est-à-dire des bourses faites en partenariat avec des entreprises, avec un correspondant d'entreprise qui va être le superviseur côté entreprise de la thèse. Tous les secteurs qui sont concernés par ces thèses donnent des débouchés bien meilleurs que leurs alternatives. Ça, c'est un résultat tout à fait extraordinaire. Une entreprise comme Thales a passé une convention avec l'université Pierre et Marie Curie, pas par ici, Pierre et Marie Curie, pour s'engager justement à des niveaux de rémunération concernant les docteurs de l'université Pierre et Marie Curie.
Donc là aussi, c'est en pratique quelque chose qui va dans le sens qui a été souhaité au cours du débat. Il faut amplifier ce mouvement. Et effectivement, je crois que c'est Pierre-Louis Lyon qui l'a dit, la clé, c'est les écoles d'ingénieurs, parce qu'il faut, dans ce pays, passer, c'est un grand changement d'une culture d'ingénieurs. On a des ingénieurs formidables, des écoles d'ingénieurs formidables, mais en moyen, un ingénieur résout les problèmes qu'on lui pose, mais ne cherche pas à trouver de nouveaux problèmes, alors qu'un chercheur, un très grand chercheur, c'est quelqu'un qui va d'abord trouver les très bons problèmes, et qui va les résoudre aussi. Et c'est ça, la qualité de la formation par la recherche. C'est apprendre à trouver les problèmes importants. Alors, appliquer cette compétence acquise dans l'entreprise, je n'ai jamais mis les pieds dans une entreprise, enfin, on s'en fout, mais je pense que ça va être utile à une institution comme une entreprise. Et on retrouve quelque chose qui m'est cher dans ce qui a été dit. À travers un doctorat, ce n'est pas tellement ce qu'on a appris qui compte, mais c'est ce qu'on a appris à faire. Et comme tous les diplômes, que ce soit les diplômes niveau licence, niveau master, niveau doctorat, il faudrait aussi basculer dans une nouvelle culture, et je pense qu'on rapprocherait aussi les universités de la société civile d'une culture où un diplôme reflète des connaissances à une culture où un diplôme reflète des compétences acquises, ce qui est assez différent. Et là, on pourrait faire cette sorte de grande synthèse entre les humanités, les sciences sociales et les sciences naturelles, pour utiliser l'expression appropriée, qui ne sont ni dures ni molles, ni inhumaines ni humaines. Mais ce serait, finalement, on peut très bien acquérir des qualités de rigueur, des qualités d'analyse, des qualités d'expression, à travers des études de langue romane, à travers des études de littérature anglo-saxonne, à travers des études de mathématiques, de droit, ou quelque discipline que ce soit. Une question, ce sera la dernière, avant la conclusion. Oui, écoutez, je ne savais pas que ça serait la dernière, mais après tout, c'est une synthèse. Il y a quelque chose qui a été dit tout à l'heure au début, qui est absolument vrai, et personnellement, je l'ai vécu, puisque j'ai fait une carrière de métiers divers dans l'industrie, et je sais qu'aujourd'hui, avec le même diplôme, tout me serait fermé. Il y a une vingtaine d'années, donc vous avez dit, jusque dans les années 70, 80, Dieu sait si les universités n'avaient pas de nom, n'avaient pas d'autonomie, n'avaient toujours pas d'esprit de corps ni de bureau des anciens, je le regrette. Il n'empêche quand même que la question ne se posait pas. Et on pouvait parfaitement vivre en bonne communauté. Là, je ne parle pas que des docteurs, je parle sur tous les métiers d'une entreprise. Moi, je viens de l'industrie, donc d'une entreprise industrielle. Les problèmes ne se posaient pas. Arrivent les problèmes de crise, peut-être aussi un déséquilibre de l'offre et de la demande. Et là, je ne mets pas du tout l'accent sur les ressources humaines qui ne sont que des bras séculiers pour répondre aux besoins des opérationnels qui embauchent. C'est que maintenant, en fait, on est arrivé à une hyper-spécialisation, voire un clonage. Alors bonjour l'innovation, dans tous les domaines. Je suis issu des sciences humaines. C'est qu'en fait, de toute façon, on embauche à son image les opérationnels, alors écoles de commerce, c'est les écoles de commerce, les ingénieurs sont les ingénieurs, etc. Donc, puisque ça se faisait il y a 20 ans, ce n'est pas un problème d'image, comment pensez-vous que l'université peut essayer de rattraper ceci pour essayer de faire comprendre au niveau des décideurs, de chaque opérationnel, qu'en fait, de la diversité dans le management apporte plus que des bienfaits? Encore une fois, je ne peux répondre que pour l'entreprise pour laquelle je travaille. Nous n'avons pas ce type de ségrégation, l'ingénieur, le commerçant, et nous embauchons également des universitaires. Donc, j'ai beaucoup de difficultés pour vous répondre parce que je ne me reconnais pas. Enfin, mon expérience ne se reconnaît pas dans ce que vous venez de dire. Encore une fois, c'est le talent du candidat qui va primer. Et ce candidat peut être issu de l'université comme d'une grande école, d'une école d'ingénieurs comme d'une école de commerce. C'est tout ce que je peux constater. Il n'y a pas de filtre comme celui que vous venez de décrire. À IBM, vous avez raison, à IBM. Je maintiens, hein, c'est bien ce que... À IBM. Oui, peut-être juste un mot quand même, je crois que tout se rejoint.
Il me semble quand même que nous sommes dans un pays dans lequel la notion de diplôme est extrêmement importante, et certainement beaucoup trop importante en termes d'identité, d'identification du diplôme. Et on rejoint le concept de compétence versus le concept de connaissance. Alors, juste de manière anecdotique, la conférence des présidents d'université a organisé son colloque annuel il y a quelques semaines à Toulouse, précisément sur comment faire évoluer la licence pour que, à côté d'une licence aujourd'hui considérée comme un point d'entrée, plutôt un master et sans sortie professionnelle, on puisse donner un certain nombre d'atouts aux diplômés de telle manière qu'ils puissent trouver une insertion professionnelle, pas nécessairement liée, pas uniquement liée aux connaissances qu'ils ont acquises, mais parce qu'on aura fait évoluer la pédagogie, on aura, et c'est là où on s'inspire un petit peu de notre démarche de recherche, on aura davantage construit des logiques de projet, donc de responsabilisation des apprenants plus que simplement des gens qui vont acquérir des connaissances qui seront déversées par d'autres. On va essayer, et ça je crois que c'est quelque chose qui distingue justement nos formations très académiques et très formalisées de la démarche de recherche, à maîtriser, à acquérir la culture du risque et la culture de l'échec. Je crois que quand on donne dans l'enseignement une vision trop idéale des choses, en disant tout est écrit et les choses sont complètement formelles et déterministes, je crois qu'on ment aux étudiants, parce que la vie n'est pas cela. Et la vie, c'est pas simplement éviter les échecs, mais savoir rebondir lorsque l'on a rencontré un échec. Et dans la démarche de recherche, je crois que c'est certainement une des choses que l'on apprend assez rapidement, parce que dans les hypothèses que l'on fait, il y en a un certain nombre qui sont fausses et on fait marche arrière. Très bien. Christine, pour le dernier mot. Oui, moi je pense que là... Ça marche ? Je pense que vous soulevez vraiment un point très important. Je disais tout à l'heure qu'une des spécificités de nos universités par rapport à celles que je peux voir dans d'autres pays, c'est justement qu'elles sont très hybrides et qu'on trouve aussi bien des filières généralistes à côté de filières professionnalisantes. Et parfois, je suis effrayée par ces filières professionnalisantes que je trouve extrêmement spécialisées, parfois presque techniques, avec justement pas assez de préoccupations sur ce que vont devenir ces jeunes diplômés qui vont peut-être trouver tout de suite de l'emploi parce qu'on va effectivement avoir une adéquation très étroite avec un marché du travail lui-même très étroit, mais qui, s'il se retrouve au chômage, s'il y a des reconversions de métiers, etc., auront du mal justement à s'adapter parce qu'ils n'auront pas acquis des compétences plus larges. Et je crois qu'il faut faire très attention. La notion de professionnalisation en France est parfois, à mon sens, comprise de manière vraiment trop étroite, trop technique, et il s'agit certainement plus de réfléchir en termes de compétences à acquérir et pas simplement de techniques qui permettent immédiatement d'être en adéquation avec un marché du travail. Très bien, merci beaucoup. Merci aux participants à la table ronde, merci à la salle, merci aux internautes.